Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce webinaire organisé donc par le service conseil de PRH Solutions. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau moment d'échange et de partage sur un sujet crucial pour les entreprises, donc les sanctions disciplinaires RH. Je suis Alexandre Quétui, je suis chargé d'animer cette session aux côtés de nos deux experts aujourd'hui, Jules Magnan et Déborah Iglesias, qui sont tous les deux juristes spécialisés en droit social au sein de notre service conseil. Bonjour Jules, bonjour Déborah. Bonjour Alexandre, bonjour à Bonjour, toutes et à tous. bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, quelques moments d'explication. En fait, nous avons conçu ce webinaire pour vous apporter en fait des réponses claires et surtout des outils pratiques pour gérer efficacement donc les sanctions disciplinaires au sein de votre entreprise. Notre objectif est de vous fournir en fait des informations précieuses et des conseils pratiques pour naviguer sereinement en fait dans la complexité du droit social et surtout améliorer la gestion des sanctions disciplinaires au sein de votre entreprise. Merci encore pour votre présence. Jules, ce que je te propose, c'est en attendant, c'est que nos derniers invités se connectent. C'est peut-être que tu partages le sommaire de cet événement. Tout à fait Alexandre. Alors, on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce que l'on va en fait étudier à ce niveau-là sur les sanctions disciplinaires. Donc, on verra une première partie sur le règlement intérieur. Ensuite, on s'intéressera, alors pourquoi le règlement intérieur? Puisque c'est l'ossature des sanctions disciplinaires. On s'intéressera ensuite au dispositif de surveillance et à la prescription. Donc là, c'est le moyen de collecter les preuves. On va rentrer dans le vif du sujet avec les différents types de sanctions et puis, on terminera par, le choix en fait de la sanction, à proprement parler à émettre, à poser aux salariés. Donc par le respect du principe de proportionnalité et puis on finira par la procédure de sanction disciplinaire et les éventuelles questions posées. Merci Jules pour cette introduction. Et est-ce que tu peux peut-être nous partager en fait la définition exacte d'une sanction disciplinaire? Alors oui, tout à fait, la sanction disciplinaire, c'est en fait, comment dire? Une mesure, qui serait donc, mise en place par l'employeur pour sanctionner une faute commise par le salarié. Parfait. Merci Jules pour cette entrée en matière. Avant de commencer, quelques points pratiques à partager avec vous. Vous pouvez poser vos questions à tout moment en utilisant l'onglet questions-réponses qui se situe normalement en haut de votre écran. Déborah, qui est en back-office, en fait, va vous répondre en direct. Et puis évidemment, à la fin de la présentation, on a réservé en fait une session spéciale de questions-réponses pour encore vous répondre en direct. Sans plus attendre, je te passe la parole, Jules. Tu es notre expert en droit social pour débuter cette présentation avec le règlement intérieur qui va constituer en fait le cadre, l'ossature, comme tu aimes bien le dire. Alors, comment bien rédiger et mettre en place pour que ce règlement intérieur soit conforme en fait aux exigences légales? Alors tout à fait Alexandre, c'est un petit peu la question. Dans un premier temps, comment on va poser en fait le cadre des sanctions disciplinaires quand on se retrouve face à une faute d'un salarié? Comment faire? La première des choses, c'est de vérifier si oui ou non on a un règlement intérieur qui, réglemente en fait, la situation. Alors, on va le voir ensemble. Le règlement intérieur, la première des choses, à se poser comme question à ce niveau-là, c'est l'effectif. Pour quelle raison? Parce que si, vous avez un effectif de 50 salariés ou plus, vous vous retrouvez dans l'obligation de mettre en place un règlement intérieur. En l'absence de ce règlement intérieur, vous ne pourrez pas, en fait, sanctionner vos salariés. En dessous de 50 salariés, là, le règlement intérieur n'est pas obligatoire et donc vous êtes libre à ce niveau-là de pouvoir sanctionner votre salarié, heu, comment dire? Dans le respect de la jurisprudence, mais vous n'êtes pas enfermé par le règlement intérieur. Par contre, si vous souhaitez en mettre un en place, c'est possible également de le faire à ce niveau-là. Cependant, à partir du moment où vous mettez en place un règlement intérieur de votre propre chef, alors que la législation ne vous l'impose pas, la difficulté, c'est que derrière, en fait, vous allez être tenu d'appliquer, ce règlement intérieur. Alors pourquoi est-ce que je parle de difficulté? Parce qu'on peut se poser la question lorsqu'on est dans une entreprise de moins de 50 salariés, sur l'opportunité ou non de mettre en place un règlement intérieur.
Alors comment dire, la petite position que nous, on va adopter, le petit conseil qu'on va pouvoir, vous donner au niveau de PRH Solutions, c'est le fait qu'il faut, éviter de manière globale, générale, malgré effectivement l'envie que l'on peut avoir de cadrer un petit peu comment dire, les règles au sein de la société. De manière globale, ça ne sera pas bénéfique pour l'employeur. Pourquoi? Parce que ça va l'enfermer dans un cadre, en fait, à proprement parler. Il ne pourra pas adopter, une sanction qui ne serait pas prévue dans le règlement intérieur, et de la même manière, ça pourra permettre, en fait, au salarié de se défendre à partir du moment où sa situation n'est pas régie par le règlement intérieur. Donc attention, parce que le règlement intérieur, c'est vraiment l'ossature, comment dire, juridique, hein, des sanctions disciplinaires, et il enferme un petit peu l'employeur dans un cadre à proprement parler, cadre qu'il faudra absolument respecter. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'ossature? Parce que le règlement intérieur, en fait, il fixe 2 choses, il faut le savoir. La première des choses, c'est les règles de conduite dans l'entreprise en matière de santé et de sécurité. Ça, c'est un premier point assez important. Et le deuxième point, c'est celui qui nous concerne un petit peu plus, c'est les règles concernant la discipline, dès lors qu'en fait, on ne respecte pas, ces règles de conduite, au niveau de la sécurité, de la santé, de la discipline. On va avoir la nature et l'échelle, en fait, des sanctions que l'on va pouvoir, apposer aux salariés. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, le contenu général. Alors ce contenu, ces restrictions, en fait, qu'on va, imposer, qui sont prévues dans le règlement intérieur et qu'on va imposer, aux salariés de la société, elles sont, comment dire, soumises à un principe global que l'on va retrouver tout au long, en fait, de cette petite présentation. Ce principe, c'est que les restrictions doivent être justifiées par la nature de l'activité. Ça, c'est la première des choses. Premier point, la justification. Et deuxième point, c'est que ça doit être proportionné, en fait, au but recherché. Donc, ça, c'est un principe de, voilà, de proportionnalité qu'on va retrouver tout au long de ce webinaire. Donc ça, c'est le principe général à ce niveau-là. Et puis après, il y a une petite précision, qui n'est pas des moindres, c'est que les dispositions du règlement intérieur doivent nécessairement être conformes aux dispositions légales, réglementaires et également aux dispositions conventionnelles, c'est-à-dire de la convention collective qui est applicable au sein de la société. Donc ça n'est pas rien à ce niveau-là, puisque vous allez le voir, on va s'intéresser ensuite à la manière de le mettre en place. Il va y avoir un contrôle du règlement intérieur sur le fait de savoir s'il est bien conforme à la législation. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite. Comment mettre en place ce règlement intérieur? On a une procédure de dépôt. Le règlement intérieur, il faut savoir que ce n'est pas un petit document à proprement parler. C'est un document juridique qui est important au sein de votre société. Et donc, il y a une procédure de dépôt qui est assez lourde, vous allez le voir. Donc, si on a des représentants du personnel, il faut absolument les consulter. À ce niveau-là, peu importe en fait l'avis qu'ils vont donner, si l'avis est favorable ou défavorable, vous êtes en droit derrière de continuer la procédure. Comme toujours, c'est une consultation et non pas en fait une demande d'autorisation. Donc voilà, on demande l'avis aux représentants du personnel. Une fois qu'on a l'avis, on peut continuer la procédure. Si on n'a pas de représentant du personnel, on peut sauter comment dire, cette étape et on se retrouve donc avec comment dire, l'aspect un petit peu lourd de cette procédure, c'est la communication 2 exemplaires du règlement intérieur, accompagnés de l'avis donc des représentants du personnel, du CSE, à l'inspecteur du travail. Et c'est là où vous voyez toute la difficulté, de cette procédure, de ce règlement intérieur, puisqu'il va être contrôlé par l'inspection du travail. L'inspection du travail a 2 mois pour le valider, donc attention, ça n'est pas un document à prendre à la légère à ce niveau-là. Il faut impérativement que vous soyez accompagné, en fait, dans la rédaction de ce document et on vous invite à faire appel à notre service pour cela, pour qu'on puisse voir ensemble, comment bien le mettre en place, comment bien suivre la procédure. Nous, on peut vous accompagner tout au long de la procédure, que ce soit dans la rédaction comme dans la procédure de dépôt, mais aussi dans l'actualisation, hein, bien sûr, des dispositions du règlement intérieur, puisqu'il faudra l'actualiser, on le verra par la suite. Par la suite, le règlement intérieur doit également être déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement. Ça, c'est une petite formalité administrative, mais qui reste quand même à faire absolument. Et pour finir,
le règlement intérieur doit être porté par tout moyen, en fait, à la connaissance des personnes sur les lieux de travail. Donc, ça se fait via le biais d'un affichage, ça peut être également le cas sur l'intranet, mais il faut obligatoirement qu'il y ait des panneaux d'affichage qui soient prévus à cet effet. Quand on dit dans les lieux de travail, c'est au sein du siège social, mais aussi dans les établissements donc, de la société. Donc, attention à ce niveau-là, il faut que les salariés soient en mesure de pouvoir consulter le règlement intérieur sur les panneaux d'affichage qui soient présents donc, soit au siège social, soit dans les établissements. Le règlement intérieur, enfin, une fois toutes ces formalités respectées, il pourra rentrer en application 1 mois à la suite de l'accomplissement de ces formalités, et ce pour tous les salariés, mais également pour tous les stagiaires de la société. Donc il vise un public assez large en fait, et par ailleurs, pour ce qui est de la situation des travailleurs intérimaires, temporaires, qui interviennent au sein de la société, ces travailleurs intérimaires ne se voient appliquer que les règles de conduite dans l'entreprise en matière de santé, sécurité au travail. Alors pourquoi est-ce qu'on ne leur applique pas les règles disciplinaires? Tout simplement parce que c'est l'entreprise qui les a mis à la disposition, qui garde le pouvoir disciplinaire en fait. C'est l'entreprise de travail temporaire, par exemple, qui pourra sanctionner le salarié. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est du règlement intérieur. Dernière petite précision, ce document, une fois qu'il est mis en place, doit être actualisé au vu des nouvelles dispositions qui peuvent survenir, comme ce fut le cas avec, par exemple, les nouvelles dispositions du vapotage, du harcèlement ou de la discrimination. On a dû insérer et donc réactualiser le règlement intérieur en partant du fait qu'il fallait respecter la même procédure de dépôt. Donc faites appel à nos services pour pouvoir le mettre en place. Alors on le met en place pour un montant de 350 € hors taxe, voilà. Donc n'hésitez pas pour vous mettre en conformité. Bah, c'est très clair. Merci beaucoup, Jules, pour ces précisions sur le règlement intérieur. On va pouvoir ouvrir notre prochain chapitre consacré au dispositif de surveillance et de prescription. Alors, quels sont les dispositifs et les outils de surveillance à disposition des entreprises et surtout comment être certain que nous respectons bien le droit des salariés? Alors, c'est une bonne question, Alexandre, puisque on a vu ensemble le cadre. Maintenant, on va s'intéresser à la collecte en fait des preuves. Alors ça, c'est une notion qui est très importante, puisque si on veut sanctionner un salarié, il faut impérativement avoir des preuves. Et à ce sujet, on peut mettre en place des dispositifs de surveillance au sein en fait d'une société pour collecter des preuves à des fins disciplinaires. Alors, on va dire, le premier dispositif de surveillance qui est très employé, c'est la vidéosurveillance en France. Il est suivi par la géolocalisation. C'est, on va dire, les 2 dispositifs de surveillance les plus utilisés et les plus communs que l'on retrouve au sein des entreprises. Alors, pour mettre en place ces dispositifs de surveillance, la première des choses, c'est que le dispositif, et là on retrouve le fameux principe de proportionnalité dont on parlait tout à l'heure, le dispositif de surveillance doit être proportionné au but légitime recherché. Donc, si je souhaite mettre en place une vidéosurveillance au sein de ma société, il faut que je le justifie par le fait que j'ai des biens de valeur ou par le fait qu'il risque d'y avoir des vols au sein de la société. Et ça doit faire également l'objet d'une information au préalable. Il y a toute une procédure là aussi à respecter à ce niveau-là. Alors, la première des choses, c'est de consulter en fait les représentants du personnel, si on en a au sein de la société, toujours avec un avis favorable, défavorable, mais il faut impérativement les consulter. Et puis, le deuxième aspect, c'est celui qui est le plus oublié en fait par nos clients, par les employeurs, à ce niveau-là, de manière générale. À ce niveau-là, c'est l'information individuelle du salarié, et j'insiste sur le mot individuel, puisqu'il ne s'agit pas de faire en fait une note de service à ce sujet. Il faut véritablement faire un courrier, un avenant au contrat de travail ou l'insérer dans le contrat de travail des nouveaux salariés que l'on recrute pour les informer en fait individuellement, apporter la preuve qu'on a bien informé individuellement chaque salarié de la mise en place d'un dispositif de surveillance. Une fois que cette information a été faite, reste quand même à indiquer que l'information doit faire apparaître que les données collectées par le dispositif de surveillance peuvent être utilisées à des fins disciplinaires. Donc à ce niveau-là, cette information elle est très importante puisque si on ne le précise pas, on ne pourra pas utiliser
en fait, les preuves que l'on collecte via ces dispositifs de surveillance. Enfin, un dernier petit point sur les durées de conservation. Comme vous le savez, depuis la mise en place du RGPD, le Règlement général de protection des données, depuis 2018, les données collectées par ces dispositifs de surveillance ne peuvent pas être conservées de manière définitive ad vitam aeternam. Donc, il s'agit de mettre en place, en fait, une durée de conservation qui soit suffisante, raisonnable à ce niveau-là. Sur de la vidéosurveillance, on ira en fait aux alentours de 1 année à proprement parler. Peut-être on pourra essayer d'aller jusqu'à 2, mais attention, parce qu'au niveau de la jurisprudence, il faudra nécessairement bien justifier les raisons pour lesquelles on conserve voilà, ces données-là. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il en est du point de vue des dispositifs de surveillance. Voilà comment on peut collecter en fait des moyens de preuve. Rappelons également au niveau des moyens de preuve qu'on peut également faire établir des attestations de témoignage qui peuvent être utilisées ensuite pour justifier de la réalisation d'une faute par un salarié. On s'intéresse également à la prescription. Pourquoi la prescription? Parce que la prescription des faits fautifs va jouer dans les preuves que nous avons collectées. Si les preuves que nous avons collectées datent d'il y a moins, en fait, de 2 mois à compter du jour où l'employeur a connaissance des faits fautifs, on pourra les utiliser. Si par contre, la faute, on en a connaissance il y a plus de 2 mois, en fait, on ne pourra pas sanctionner le salarié. La prescription des faits fautifs, c'est vraiment 2 mois à compter du jour où l'employeur a connaissance des faits. Alors, petite astuce à ce niveau-là qu'on vous partage, lorsque vous êtes bloqué dans pour ce délai de 2 mois, en fait, lorsque vous vous apercevez que vous aviez eu connaissance de la faute commise par le salarié, mais on a un petit peu trop traîné parce que au niveau de la procédure, il y a eu des congés, etc., on n'a pas pu mettre en œuvre, on n'a pas pu sanctionner le salarié. Et on se retrouve à devoir lancer une procédure, puisque c'est le moment où on lance la procédure qui compte, on se retrouve à devoir lancer une procédure au-delà des 2 mois, on vous invite à faire valoir le fait que vous aviez dû mener une enquête afin de déterminer avec précision si l'ensemble des faits fautifs reprochés aux salariés étaient bien là, en fait. Vous avez dû vous assurer que ce que vous reprochez à votre salarié avait bien été le cas dans la réalité. Donc voici le moyen en fait de s'en sortir un petit peu à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous pour que l'on puisse vous aider en fait dans la procédure par rapport à ce délai. Également, il faut savoir que dans la procédure, on peut faire en fait appel au fait, on peut justifier une sanction un petit peu plus lourde par le fait que des salariés en fait aient précédemment eu des sanctions disciplinaires et un dossier disciplinaire à proprement parler. Donc à ce niveau-là, on peut s'appuyer sur les sanctions disciplinaires que l'on a déjà apposées à son salarié, mais que sur les sanctions disciplinaires d'il y a 3 ans grand maximum, puisqu'au-delà, en fait, le dossier disciplinaire est effacé, un petit peu comme le casier judiciaire. Donc on ne pourra pas s'appuyer sur des sanctions disciplinaires qu'on a apposées il y a plus de 3 ans pour appuyer en fait la sanction que l'on veut mettre en place. Donc voici un petit peu ce qu'il en était sur la collecte des preuves. Je pense qu'on va voilà, s'intéresser maintenant au cœur du sujet, Alexandre. Bah oui, on va pouvoir aborder le thème des différents types de sanctions disciplinaires. Alors, Mhm. quelles sanctions peuvent être appliquées dans quel type de situation? Alors, c'est voilà, voilà, le cœur du sujet, c'est ça. C'est une fois qu'on a les preuves, une fois qu'on a vérifié le règlement intérieur, quelles sanctions disciplinaires peuvent apparaître? Quelles sanctions disciplinaires peut-on apposer à un salarié? On a le blâme et l'avertissement qui ont à peu près la même définition. En fait, c'est un document écrit de reproche au salarié. Alors tout de suite, il faut à ce niveau-là faire preuve de prudence. Pourquoi? Parce que ce document écrit en fait de reproche au salarié, ça peut être un email et vous voyez que si vous avez déjà envoyé en fait un email à votre salarié pour lui reprocher certains éléments, vous venez en fait de l'avertir sans en avoir connaissance. Vous venez d'avertir votre salarié déjà de lui avoir apposé une première sanction disciplinaire. Donc vous ne pourrez pas, et on le verra par la suite, apposer une deuxième sanction.
Le blâme et l'avertissement également ont un avantage, c'est qu'on peut apposer un avertissement sans respect de la procédure que nous verrons par la suite, en faisant simplement un document écrit que l'on remet en main propre contre des charges ou sinon que l'on envoie en recommandé avec accusé de réception ou salarié. Pour le reste des sanctions, il faudra nécessairement passer par le biais de la procédure que nous verrons à la fin. Alors, pour le reste des sanctions, on a la mise à pied antidisciplinaire, qui est le fait de ne pas faire venir travailler un salarié, de ne pas le rémunérer. On ira jusqu'à 15 jours grand maximum du point de vue de la jurisprudence. On peut aller jusqu'à un mois, mais c'est vraiment les cas les plus extrêmes. Il faudra bien le justifier. On a également la mutation. Il faut le savoir, ça c'est peu employé. C'est le fait de changer du lieu de travail du salarié. C'est notamment utilisé dans le cas de rixte ou de conflit. On a la rétrogradation, le changement de classification avec une diminution de la rémunération. Donc là, à ce niveau-là, pour ces deux cas, il faudra nécessairement demander l'accord du salarié et l'obtenir. À défaut, on ne pourra pas mettre en place en fait la mesure. On sera dans l'illégalité. Il faut avoir l'accord du salarié. Pourquoi? Parce que ça touche des éléments essentiels du contrat de travail. Enfin, on a la sanction ultime, le licenciement, avec 3 degrés variés. La faute simple, avec le versement d'une indemnité de licenciement. La faute grave, la définition, c'est en fait que le maintien du salarié au sein de la société est impossible. Et la faute lourde, alors la faute lourde, attention, la faute lourde, c'est il faut démontrer une véritable intention de nuire à l'employeur. Donc à ce niveau-là, la faute lourde est la seule qui permette de demander, comment dire, un dédommagement au salarié, mais il faut la manier avec parcimonie. C'est quand on a une intention de nuire, on a véritablement voulu casser du matériel de la société, pour donner un exemple. Alors que la faute grave, le vol, ça sera beaucoup plus difficile de dire qu'il y a une intention de nuire à travers un vol, puisque le salarié pourra très facilement indiquer que c'était pour des raisons pécuniaires qu'il avait voulu voler la société. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. 2 principes à rappeler, attention. Aucun fait fautif ne peut être sanctionné 2 fois, d'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu un petit peu. Et deuxième principe, les sanctions pécuniaires sont interdites, sauf voilà, dans le cas d'une faute lourde. Alors, ça ne sera pas une sanction à proprement parler, mais une demande de dédommagement. Par ailleurs, il est interdit de licencier un salarié pour certains motifs, il faut le rappeler, notamment l'exercice du droit de grève, les motifs discriminatoires, les libertés syndicales, la violation d'une liberté fondamentale. Attention à cet aspect-là. Et il est également interdit de licencier une salariée qui serait en situation de congé maternité. Il y a une protection qui est absolue à ce niveau-là. C'est une interdiction totale. Alors qu'on le verra dans les 10 semaines qui suivent voilà, le congé de maternité, là, éventuellement, on pourra le faire, mais avec une justification et en demandant l'autorisation à l'inspection du travail. C'est ce qu'on appelle la protection relative. Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur les différentes sanctions disciplinaires. On Merci une reste fois de plus, intéressé au Jules. choix maintenant. Voilà. Alors, il existe dans le droit pour sanctionner un salarié fautif un principe de proportionnalité. Comment on peut s'assurer que la sanction est bien proportionnée à la faute commise? Alors c'est ça. C'est ça, Alexandre, tu as mis le doigt en fait sur la problématique. C'est une fois qu'on s'est assuré du règlement intérieur, une fois qu'on s'est assuré qu'on avait le bon cadre, une fois qu'on a les moyens de preuve qui permettent de justifier une sanction. On connaît donc les différentes sanctions appliquées. Le problème, c'est comment être sûr que la sanction que l'on a choisie, ben, comment dire, ne va pas être contestée devant le Conseil des prud'hommes. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, à ce niveau-là, pour attribuer une sanction disciplinaire adaptée, il faut respecter ce fameux principe de proportionnalité de la sanction. Il faut que ce soit proportionné à la faute commise. Donc, pour cela, il faut prendre en compte tous les éléments factuels autour de la faute qui a été commise. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre en considération? Le premier élément factuel à prendre en compte, c'est l'ancienneté, puisque la jurisprudence nous dit qu'un salarié qui, par exemple, a 15 ans d'ancienneté, s'il commet, en fait, derrière, il a, par exemple, il a des propos grossiers, des insultes, il faut savoir que le juge risque de ne pas considérer un licenciement comme étant justifié. Alors, pourquoi? Parce qu'il va considérer qu'avec 15 ans d'ancienneté, nécessairement, au cours de la vie en fait, d'un salarié au sein de la société, il peut y avoir des moments où le salarié a des manquements. Et ce n'est pas la même chose un salarié qui vient d'arriver au sein de la société.
on sera beaucoup moins intransigeant, on sera intransigeant avec lui, pardon, on sera beaucoup moins clément. Au contraire, avec un salarié qui a 15 ans d'ancienneté et qui, par exemple, n'aurait pas d'antécédents disciplinaires, ben là, on sera beaucoup plus clément vis-à-vis de la situation. Donc attention à cet aspect-là, parce que le salarié risque de contester devant le Conseil des prud'hommes. De la même manière, les antécédents disciplinaires sont pris en compte sur les 3 dernières années, on l'a dit, parce que sinon, au-delà, ben, il y a une prescription. Il faut également vérifier le respect de l'échelle de sanction dans le règlement intérieur, ce qu'on a vu ensemble, ou parfois dans la convention collective, ce qui est plus rare. Il faut prendre en compte les circonstances aggravantes de la faute commise, la répétition, si par exemple il y a des retards répétés, ça peut conduire à un licenciement. La gravité de la faute, si par exemple, derrière, en fait, ça a un coût financier assez important au niveau de la société. Le public, c'est-à-dire si la faute a été commise en présence de différents salariés, ou en présence pire de clients, puisque là, c'est vraiment une circonstance aggravante, ou le fait de dissimuler, par exemple, la faute que l'on a commise. Là, derrière, c'est une circonstance aggravante, puisque l'employeur s'aperçoit plus tard, en fait, de la faute. Les circonstances atténuantes sont également à prendre en ligne de compte. L'information de l'employeur immédiate dès la faute commise, la reconnaissance des faits, les aveux, les excuses également et les regrets qui sont formulés par le salarié. Et enfin, la prise en charge tout de suite par le salarié du traitement des conséquences de la faute, la bonne volonté, la bonne foi en fait du salarié peuvent être prises en compte pour atténuer la sanction qu'on allait apposer. Et après, vous allez me dire comment est-ce qu'on détermine ces éléments-là? C'est le juge qui tranchera au cas par cas. Donc on n'aura jamais la certitude d'apposer une bonne sanction à une bonne faute, mais voilà, à une faute, mais il faudra en fait faire en fonction des circonstances et en fonction de la jurisprudence. À ce sujet, comme la jurisprudence est plutôt abondante sur la question, n'hésitez pas à faire appel à nous, à nos services, pour que l'on vous recommande la meilleure en fait des sanctions à apposer. Bah, merci Jules. On va ouvrir maintenant donc, le, le dernier thème, celui de la procédure de sanction disciplinaire. Et je pense que c'est un peu l'élément crucial et la fin du processus. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour une procédure pour qu'elle soit conforme et surtout bien sécurisée, quoi? Alors, exactement, Alexandre. C'est vrai que là, c'est l'aspect technique. C'est là où vous allez avoir le plus de difficultés, puisque autant pour un avertissement, bien qu'il y ait des aspects un petit peu techniques d'un avertissement, je vous invite à vous aider hein, à passer par notre biais. Pour la procédure de sanction disciplinaire à proprement parler, donc qui peut s'appliquer en fait pour toutes les autres sanctions, c'est une procédure qui est technique. Donc pour cela, ça requiert en fait les conseils d'un professionnel et justement, on vous invite à passer par notre biais pour le mettre en place. Alors, on va le voir ensemble. La procédure en fait de sanction disciplinaire est la suivante. La première des choses, petit rappel, une fois qu'on a découvert les faits fautifs, on a 2 mois grand maximum pour envoyer un courrier de convocation qui marque le début de la procédure. À défaut, on rentre dans la prescription, donc il faudra essayer de jouer sur l'enquête. Pour l'envoi de la convocation à l'entretien, elle peut être faite de 2 façons: par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge. Si tel est le cas, il faut toujours respecter en fait un délai entre le moment où le salarié a pris connaissance du courrier. Alors en soi, c'est à la première présentation du courrier par le facteur, peu importe qu'il aille chercher en fait son courrier recommandé ou pas, on considère qu'il est informé dès la première présentation du courrier par le facteur. Et entre l'entretien, il faut respecter un délai de 5 jours ouvrables en fait. Donc entre la première présentation, le jour de l'entretien. Donc il faudra prendre en compte les délais postaux si vous envoyez votre courrier par la poste. Deuxième aspect, l'entretien. L'entretien à proprement parler, et ce tout au long de la procédure, on évitera absolument de donner au salarié la sanction qui va lui être apposée. À aucun moment, c'est la règle principale, on indique à un salarié qui va être licencié ou sanctionné de telle façon. Ce ne sera que dans le courrier final, la notification, que l'on lui indiquera. Donc l'entretien, en fait, on va recevoir le salarié. Sachez que le salarié peut être assisté par un conseiller du salarié s'il n'y a pas de représentant du personnel au sein de la société. D'ailleurs, à ce sujet, ces règles-là doivent être indiquées dans le courrier de convocation au préalable, comme la date, l'heure
et le lieu de l'entretien. Donc, c'est assez technique. N'hésitez pas à faire appel à nous, puisqu'il faut indiquer également l'adresse où le salarié pourra avoir la liste des conseillers du salarié. Donc, le courrier de convocation n'est pas à prendre à la légère. Pour l'entretien, on reçoit le salarié. S'il y a un conseiller du salarié, on vérifie son identité. Il est censé présenter une carte. Et puis, on lui indique les faits, en fait, qui se sont déroulés, les reproches, les éléments qu'on lui reproche, et on laisse parler le salarié. C'est un droit de défense, donc on lui laisse, en fait, s'expliquer. Par la suite, on met fin à l'entretien et on lui notifiera 2 jours ouvrables minimum après l'entretien, 1 mois maximum après l'entretien, la sanction par le biais d'un courrier de notification de la sanction dans lequel on justifiera, là on rappellera, on justifiera tous les éléments. Alors attention, les moyens de preuve, on les garde pour soi, on justifie juste par un écrit en fait les éléments pourquoi on lui appose cette sanction-là. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est en sachant que pendant toute cette procédure, dans le courrier de convocation, vous pouvez faire ce que l'on appelle une mise à pied à titre conservatoire. Attention, à titre conservatoire, pas disciplinaire, parce que si disciplinaire, c'est une sanction à part entière. À titre conservatoire, pour que le salarié ne soit pas rémunéré pendant la procédure. Donc voilà véritablement qu'est-ce qu'il est possible de faire. Mais là, pour le coup, on vous invite à faire appel à un professionnel. Donc n'hésitez pas à passer par notre service, on le fait au quotidien pour un montant voilà, de 350 € hors taxe si c'est un licenciement, 250 € hors taxe si c'est une sanction disciplinaire. Donc, on terminera par un point. Il est important de vérifier que le salarié concerné par la procédure n'ait pas le statut de salarié protégé. Alors, quels sont les salariés protégés? Ce sont les salariés en fait qui sont des représentants du personnel, des salariés en situation de maternité, les candidats aux élections professionnelles. Donc, attention à cet aspect-là. Pourquoi? Parce que la procédure change, on va le voir. Et également, il est primordial de vérifier que le salarié ne dispose pas d'une clause de non-concurrence si vous souhaitez mettre fin à son contrat, si vous souhaitez aller jusqu'à la sanction ultime, le licenciement. Pourquoi? Parce que si vous souhaitez lever la clause et ne pas avoir à verser une indemnité de clause de non-concurrence pendant 2 ans grand maximum, il faut le faire jusqu'à la notification du licenciement, pas au-delà. Donc ça, il faut impérativement s'en rappeler, sinon, une fois la notification faite, vous serez tenu de verser en fait l'indemnité de clause de non-concurrence. Donc c'est dommage, surtout si on sait que le salarié ne vous fera pas concurrence parce qu'il change de branche, change de métier par la suite. Pour ce qui est des salariés protégés, la procédure diffère un petit peu, on vous l'a indiqué. En fait, on suit exactement la même procédure, sauf que suite à l'entretien préalable, on doit réunir les représentants du personnel afin d'avoir une consultation, un avis sur le licenciement, la sanction disciplinaire, et également une autorisation de l'inspection du travail doit être demandée dans les 15 jours qui suivent la réunion avec le CSE. Et là, vous disposez l'inspection du travail dispose d'un délai de 2 mois avant de prononcer en fait en faveur ou non du licenciement, en sachant qu'en l'absence de réponse, il ne sera pas possible de licencier le salarié. Et suite à l'autorisation de l'inspection, donc là on enverra le courrier de notification. Le salarié protégé a alors un délai de 2 mois en fait pour voilà, contester à ce niveau-là le licenciement. Enfin, pour terminer, sachez que n'hésitez pas à voilà, faire appel à nous parce que il y a des petites astuces, il y a des moyens de se mettre en conformité qui sont assez faciles. Cependant, voilà, il faut les connaître. Par exemple, le dernier point, c'est qu'il y a une légende urbaine comme quoi il faut 3 avertissements pour licencier. Alors ça, c'est strictement faux. Ça dépend uniquement de la convention collective ou du règlement intérieur. Et généralement, dans la majorité des cas, ça n'est pas exact. Ça n'est pas le cas. Donc voilà, pour éviter ce genre de croyances, faites appel à nos services ou faites-vous assister d'un professionnel. On a terminé avec la présentation. Je vous invite à ce niveau-là, en fait, comment dire, à passer à la phase de questions-réponses. Tout à fait. Merci Jules pour toutes ces précisions. Alors évidemment, pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos webinars, vous le savez, nous vous partagerons dans votre boîte mail le document de présentation de Jules, évidemment, le replay de cet événement, et ainsi qu'un article complet qu'on a réalisé donc, sur le blog de notre site internet. Déborah, bonjour.
Est-ce qu'on a des questions sur lesquelles tu n'aurais pas répondu? J'ai vu que tu avais pas mal répondu dans la partie conversation. Est-ce qu'on a encore Oui, des questions? Et n'hésitez pas, si vous avez vos questions, il est encore temps de les poser. Vous pouvez vous connecter directement sur l'onglet QR en fait en haut de votre écran, donc pour poser vos questions directement à Jules et Déborah. merci pour toutes vos questions. Effectivement, on n'a pas de questions en attente, donc n'hésitez pas. C'est que ta présentation devait être super claire, Jules. On en Alors, a, il y a... on Oui, en je a vois. qui arrivent finalement. Ah, Ça a finalement, donné des idées. je me suis emballé. Alors Jules, une multiplication d'erreurs dans le travail nécessitant un avertissement pourra-t-il entraîner un licenciement par la suite? Alors, c'est une bonne question sur cet aspect-là. C'est ce dont on parlait. Une multiplication d'erreurs, alors une multiplication de fautes, oui, effectivement, des petits retards peuvent conduire à un licenciement, pour exemple. Une multiplication d'erreurs dans le cadre du travail, là pour le coup, c'est un petit peu différent. Il faut toujours différencier l'insuffisance professionnelle, qui a une procédure à proprement parler avec versement d'une indemnité de licenciement. Donc ça peut conduire à un licenciement, le fait d'être en situation d'insuffisance professionnelle, du disciplinaire. Donc attention, parce que la frontière est assez transparente à ce niveau-là. Euh, En fait, ce qui se passe, c'est que si c'est une faute qui est commise par le comportement du salarié, on peut sanctionner disciplinairement. Si par contre, c'est à proprement parler une insuffisance professionnelle qui est liée en fait au manque de connaissance du salarié, etc., là, ça sera plus délicat. Donc, pour faire un petit rappel, le licenciement pour insuffisance professionnelle, l'insuffisance professionnelle est difficile derrière à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que on va avoir à prendre en compte un certain nombre de points majeurs au niveau de la jurisprudence, notamment l'adaptation du salarié, il faut qu'il soit en poste depuis un certain temps, les formations, il faut que l'employeur ait mis en place des formations. Également, à ce niveau-là, il faut que les objectifs soient réalisables, donc on fera une comparaison avec les autres salariés. Et enfin, pour finir, il faut également prendre en compte comment dire, le fait qu'on ait déjà averti le salarié sur ces points-là. Donc, vous voyez, c'est un petit peu difficile à mettre en œuvre l'insuffisance professionnelle. Par contre, il ne faut pas partir sur du disciplinaire. On partira sur du disciplinaire si le salarié commet des fautes dans le cadre de son travail que si ces erreurs sont majeures, s'il y a une gravité. Par exemple, le salarié qui perd un chèque, s'il perd un chèque d'un montant de 10 euros, on partira plus, voilà, ça sera plus de l'insuffisance professionnelle. Par contre, s'il perd un chèque de 14 000 euros, là, on peut partir sur du disciplinaire et le licencier pour faute grave, par exemple. Donc, voyez un petit peu la différence entre les deux, c'est là où ça fluctue. Donc, attention à cet aspect-là. Les erreurs commises, si on a une multiplicité, oui, pourquoi pas partir sur du disciplinaire, mais il faut quand même qu'il y ait une gravité. Donc nous, on vous invite à faire attention. Sinon, on va croire en fait que vous essayez d'échapper au licenciement pour insuffisance professionnelle qui est plus difficile à mettre en œuvre. Merci. Alors, autre question. J'ai fait partir plusieurs sanctions disciplinaires par courrier recommandé et ces derniers me sont revenus. J'ai bien eu la preuve de dépôt. Dois-je considérer aussi que la personne a été informée? Peut-on, en parallèle de ces courriers, faire un mail pour s'assurer que la personne reçoive ces documents? Et également, sous quel format doit-on rendre disponible la liste des conseillers du salarié? Alors, une question donc plutôt technique sur cet Mm. aspect-là, mais une question pardon, très générale, puisque c'est quelque chose qui ressort fréquemment, hein, on a très souvent cette question. Si le salarié ne vient pas récupérer ses courriers, ça n'est pas grave. Ça n'entrave en aucun cas la procédure. L'important pour un employeur est de justifier qu'il a bien envoyé son courrier. D'où l'importance d'envoyer vos courriers par la poste, par courrier recommandé avec accusé de réception. À partir du moment où vous avez mis en place cette démarche, ça n'est pas la responsabilité ni le ressort de l'employeur de pousser son salarié à aller chercher son recommandé. Si le salarié a changé d'adresse et qu'il n'a pas prévenu l'employeur, ou s'il ne va pas récupérer son recommandé, ça n'est pas le problème de l'employeur. La procédure suit son cours. Donc à ce niveau-là, on peut considérer que le salarié est sanctionné sans pour autant lui renvoyer nécessairement un nouveau courrier ou un email.
Par contre, il est possible d'envoyer un email juste pour inviter le salarié à aller chercher son courrier recommandé sans mentionner son contenu. Et c'est ce qu'on invite à faire également lorsque l'on a un salarié que l'on licencie. S'il vient travailler dès le lendemain alors qu'on a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception, il n'a peut-être pas pris connaissance du courrier, qu'il n'y est pas encore arrivé. On l'invite à rentrer chez lui et à attendre un courrier qui va lui être en fait donc présenté et qui lui indiquera la marche à suivre. Voilà. Pour ce qui est de la liste des conseillers du salarié, il est impératif de mentionner en fait l'adresse de la mairie du domicile du salarié, où le salarié pourra voir cette liste, ou l'adresse de l'inspection du travail du ressort voilà, de la société territorialement compétente, où il pourra donc voir la liste. Attention, si pour le coup le salarié habite dans un département différent de son lieu de travail, dans ce cas-là, l'adresse de la mairie sera celle du lieu de travail. Donc, voyez un petit peu la difficulté à écrire, à mettre en œuvre un courrier de convocation qui soit conforme de manière réglementaire. Merci. Autre question. Alors, j'ai cru comprendre que nous ne pouvons pas sanctionner 2 fois pour une même erreur. Cela signifie-t-il qu'une mise à pied ne peut précéder un licenciement? Alors, la mise à pied à titre conservatoire, comme son nom l'indique, c'est dans l'attente de quelque chose. Donc, il est possible de mettre à pied son salarié de manière conservatoire dans l'attente d'une éventuelle autre sanction. Et justement, cette sanction sera peut-être un licenciement ou peut-être un abandon des procédures, un abandon en fait de la procédure, puisqu'il n'est pas parfois, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à sanctionner le salarié. Ou sinon, une mise à pied, la transformer en mise à pied à titre disciplinaire. Dans ce cas-là, il faut savoir que si on abandonne la procédure, le salarié en fait sera rémunéré pour cette période. Si par contre on le licencie, il ne sera pas rémunéré pendant la période de la procédure. Par contre, ce qu'il est interdit de faire, c'est de le sanctionner par une mise à pied, cette fois-ci, attention, à titre disciplinaire, c'est-à-dire à la fin lui notifier la sanction à titre disciplinaire, et puis ensuite lui renvoyer une autre notification de sanction, et cette fois-ci, ce sera un licenciement, par exemple. Là, ça ne sera pas possible. Alors, autre question, j'ai un cas où la salariée fait preuve à la fois de situation d'attitude disciplinaire, retard-absence et d'insuffisance professionnelle. Quelle procédure de licenciement prévaut? Un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Alors là, dans Mmh. un cas comme celui-ci, il sera plus simple de justifier un licenciement pour faute grave et notamment ne pas verser d'indemnité à ce niveau-là, ou pour faute simple, si on souhaite verser une indemnité, qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Le licenciement pour insuffisance professionnelle, on essaie de le faire quand on n'a strictement rien à reprocher au salarié. Dans un cas comme le vôtre, si vous avez effectivement des moyens de preuve de votre côté, on va utiliser en fait l'aspect disciplinaire et attention, on utilisera également les manquements professionnels que l'on rajoutera dans le courrier de notification du licenciement pour faute grave, que l'on rajoutera pour appuyer un petit peu le licenciement à titre disciplinaire pour faute grave. Alors, on a une situation un peu particulière où l'employeur pense que son salarié, se drogue et donc elle se demande si elle peut procéder au test salivaire, mais uniquement si c'est inscrit dans le règlement intérieur. Alors effectivement, c'est une bonne question et justement, il y a, la réponse, dans la question. Il faut impérativement vérifier son règlement intérieur pour voir la procédure à suivre dans un cas comme celui-ci, puisque, les tests salivaires, c'est quelque chose d'assez personnel, en fait. On touche, un petit peu, comment dire? À la vie privée du salarié et puis également, en fait, à la santé du salarié. Donc c'est des domaines qui sont très protégés. Il y a une procédure à respecter. Notamment, il faut que ce soit constaté en fait, par témoin et cetera. Donc pour cette raison-là, si le règlement intérieur ne le prévoit pas, il sera difficile de le mettre en œuvre. Donc très clairement, ça sera un point, qui risque d'entraver la procédure. Donc il faudrait impérativement que le fait de pouvoir faire des tests salivaires soit intégré dans le règlement intérieur. Merci. Autre question, peut-on donner un avertissement pour un salarié ayant eu un comportement inapproprié, plus n'ayant pas respecté les consignes, ayant provoqué un retard dans la production?
Alors oui, très clairement, le fait de ne pas respecter les consignes, c'est considéré comme de l'insubordination. Ça peut aller même jusqu'au licenciement pour faute grave. C'est le fait de refuser en fait d'exécuter les directives, les ordres de l'employeur. Et donc ça peut justifier tout à fait un avertissement. Donc à ce niveau-là, on est sur un comportement même qui est disciplinaire. On n'est pas sur de l'insuffisance professionnelle. Merci. Autre situation, est-ce considéré comme une faute grave un salarié en accident du travail depuis plus d'un an qui ouvre sa société durant cet arrêt et le prolonge indéfiniment? Alors là, effectivement, dans cette situation-là, on pourra en fait, faire valoir le fait que le salarié, comment dire? Alors ça va dépendre en fait de son activité. Si l'activité qu'effectue le salarié est une activité en clair concurrentielle, là, dans ce cas-là, on pourra effectivement, aller jusqu'à éventuellement un licenciement pour cette raison-là. Si par contre, on n'a pas de, comment dire? Ce n'est pas une activité concurrentielle, il faut regarder la clause d'exclusivité à proprement parler, pour voir si le salarié avait, le droit, d'exercer une activité professionnelle en dehors, en fait, de celle qu'il effectue avec, son employeur. Ça reste toutefois un petit peu litigieux parce qu'on ne parle pas d'une activité salariée, on parle d'une activité en tant qu'indépendant, donc ça peut, être mis en cause et il faut que, voilà, la clause d'exclusivité soit clairement indiquée dans le contrat pour que l'on puisse sanctionner le salarié. Pour pouvoir sanctionner le salarié également, il faut avoir des moyens de preuve, donc faire des constats d'huissier dans un cas comme celui-ci. Dernier point, attention parce que le fait que le salarié le fasse pendant un arrêt maladie, bon, ça n'entrave pas en fait, l'arrêt maladie. L'arrêt maladie est donné par rapport à son activité. Le salarié est placé en arrêt maladie par rapport à son activité en tant que salarié. Donc, au pire, on pourra, de par l'activité, si elle est physique, et cetera, contester l'arrêt maladie. Mais la contestation de l'arrêt maladie, derrière, ne permet pas de sanctionner le salarié. Ça permet simplement, d'enlever, en fait, de suspendre le versement des indemnités complémentaires et en même temps des indemnités journalières de la sécurité sociale qui le fera par la suite, en faisant un contrôle par le biais d'un médecin, en fait, un médecin que choisit l'employeur pour faire un contrôle. Faut-il que le contrôle soit positif? C'est-à-dire qu'on considère que, le salarié ne soit pas présent sur son comment dire? À son domicile pendant les heures de sortie. La difficulté, ce sera que s'il n'a pas, d'heures de sortie à proprement parler dans son arrêt de travail, si les heures de sortie libres, on ne pourra pas l'en empêcher. Déborah, je te propose peut-être de prendre une dernière question. Je vois qu'on a déjà débordé de 3 minutes du temps prévu pour ce webinaire. Et bien sûr, on répondra à toutes vos questions. On la mettra dans l'article de blog, dans la partie FAQ, donc à la fin de l'article, ou sur les questions un peu plus qui nécessitent un peu plus de contexte. Notre équipe conseil, bien sûr, reviendra vers vous personnellement, quoi. Tout à fait. Merci. Alors la dernière question, dans le cadre d'une enquête pour harcèlement, devons-nous attendre que les salariés victimes soient vus par la médecine du travail avant de clôturer l'enquête? Question assez précise. Alors, il n'est pas nécessaire d'attendre en fait, que la médecine du travail, ait, comment dire? Vu le salarié. À proprement parler, il est possible très clairement de sanctionner un salarié, de comment dire? Si vous avez les moyens de preuve suffisants pour pouvoir justifier en fait une sanction disciplinaire. C'est pas parce que, on a un salarié, comment dire? Hem, qui est victime, d'une situation de harcèlement et qui n'est pas été vu par la médecine du travail, qu'on ne pourra pas en tant qu'employeur prendre des mesures pour autant. Voilà, même au contraire, à partir du moment où on a confirmation des agissements, ce qui est toujours compliqué en matière de harcèlement, donc n'hésitez pas à faire appel à des attestations de témoignages et cetera pour bien, voilà, justifier vos procédures, en sachant qu'on les gardera dans le dossier en cas de contentieux, mais à aucun moment on n'en fera part, en fait, dans, le cadre de la procédure. On ne les donnera pas aux salariés, fautifs. Si on a suffisamment d'éléments, il faut sanctionner derrière le salarié fautif. On a une dernière question, Jules, je propose, c'est de traiter cette dernière question. On fait un Oui, petit extra. C'est une oui. question de Camille. Si nous avons des salariés se vantant de partir en vacances ou autre pendant son arrêt de travail, que pouvons-nous faire? Alors, il y a une procédure qui est possible cependant de voilà, dans cet aspect-là, si on arrive à démontrer que le salarié en fait, effectivement, comment dire? A commis, un arrêt dit de complaisance en fait.
Donc, dans la mesure où le salarié, comment dire, se ferait contrôler, bien sûr, par un médecin contrôleur, qu'il ne serait pas à son domicile. Derrière, ça octroierait le droit, en fait, pour un employeur de mettre fin aux indemnités journalières, donc qui lui sont versées, aux indemnités complémentaires de l'employeur. Et puis, la sécurité sociale serait au courant par le biais du médecin contrôleur et donc cesserait les indemnités journalières. Donc, il y aurait voilà, le versement s'arrêterait là. Selon la jurisprudence, il est possible derrière de mettre en œuvre une procédure disciplinaire. Maintenant, attention aux moyens de preuve, il faut pouvoir justifier clairement que, outre le fait qu'on ait un arrêt maladie de complaisance, le salarié, en fait, l'ait effectué pour voilà, partir en vacances à proprement parler. On déconseillera quand même, c'est assez technique comme question là pour le coup. Ça sera vraiment en fonction des preuves que nous avons. Donc, je vous invite à faire appel à nous pour évaluer si oui ou non la procédure n'entrave pas, enfin, ne va pas vous mettre dans une situation défavorable. Voilà. Merci à tous pour votre attention et votre participation active. Notre webinaire touche maintenant à sa fin avec un peu de retard, on en est vraiment désolé. On espère vraiment que vous avez apprécié ce webinaire et qu'on a bien apporté en fait les réponses à vos questions et surtout voilà, vraiment des connaissances utiles qui sont applicables dans votre entreprise. Merci à vous, Jules et Déborah également donc, pour le partage de votre expertise. Je vous rappelle une fois de plus que notre service conseil est à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction de vos actes juridiques comme le règlement intérieur ou les contrats de travail et pour être sûr que ça soit bien en fait conforme aux exigences légales, mais aussi on a vu pour mettre en place des sanctions disciplinaires. Pour les contacter, c'est très simple, une seule adresse mail conseil, excusez-moi, @paye-du6rh.com. Merci encore pour votre participation. Et puis nous, on va se retrouver au mois de septembre pour un nouveau webinaire consacré aux entretiens professionnels. Merci beaucoup. Exactement. Très belle fin de journée. Merci à tous. Merci.